Histoire ennuyeuse pour dormir. Le jour où Poséidon a essayé de créer l'île parfaite. Salut à tous. Ce soir, on flotte juste en dessous des nuages, une lumière bleue douce sur les vagues, le souffle du vent marin et quelque chose de très grand qui remue sous la surface. Bien sûr, tu ne le ressens pas tout de suite. Tu es trop occupé à regarder les dauphins sauter comme des points d'exclamation sur la mer. Mais l'air sent l'orage. Le ciel a cette teinte verte étrange, comme si Poséidon avait ouvert une boîte de peinture qu'il ne sait plus refermer. Tu n'es pas vraiment dans la Grèce antique, plutôt dans sa mémoire, un mythe qui vibre doucement dans un coin de ta tête. Et dans ce mythe, Poséidon, dieu de la mer, des tremblements de terre, des chevaux et des drames fraternels occasionnels, a décidé de créer son île parfaite. Parce que, eh bien, l'Olympe est bruyante. Et Héra lui lance encore ce regard. Alors, avant de t'installer, prends un moment pour liker la vidéo et t'abonner, mais seulement si tu aimes sincèrement ce que je fais ici. Dis-moi aussi d'où tu regardes et quelle heure il est. J'adore voir ces messages apparaître. Maintenant, baisse la lumière, allume peu, être un ventilateur pour un léger bruit de fond et plongeons ensemble dans ce voyage nocturne. La première chose que fait Poséidon, c'est dégager un espace dans la mer. Pas de manière dramatique, juste un geste discret et les eaux commencent à s'ouvrir comme un tissu. Pas de rugissement, pas de tremblement. Il est de bonne humeur ce soir. Il veut des courbes, pas du chaos. Il dessine avec du corail, encadre la côte de basalte noir lisse. Il ajoute des bassins de marée comme des bijoux, chacun rempli de petits poissons qui brillent comme des ragots. Imagine ça, de minuscules saphirs filant dans l'eau salée. Tu passes ta main sur le bord et c'est chaud, étrangement chaud. Poséidon rit doucement. Il a ajouté des bouches thermales sous-marines, des poches de chaleur, pour que ce soit confortable. Puis il se tourne vers l'intérieur. Des collines se lèvent, comme s'il exhalait, l'une puis une autre. Pas trop raide, mais assez pour faire hésiter les chèvres. Il aime bien ça les garde humbles. Il y aura une dispute plus tard, d'ailleurs, sur le nombre de chèvres nécessaires sur une île. Mais pour l'instant, Poséidon se concentre sur la flore. Et c'est là qu'il devient étrange. Tu penserais qu'un dieu marin se contenterait de palmiers et d'herbes de mer. Mais non. Poséidon a ses idées. Il plante des oliviers en spirale parfaite, leurs racines buvant de l'eau saumâtre comme du vin. Il invente un fruit qui a le goût de mangue, mais ressemble à un oursin. Il essaye les papayes. Il les déteste. Il réessaie. Ajoute une touche vaguement citronnée. Abandonne. Plante des bananiers à la place. Des bananiers. Les historiens débattent encore pour savoir si c'était une blague divine ou une erreur temporelle. Le vent commence à se lever, serpentant dans les canyons comme des chats curieux. Poséidon aime ce son. Il aplatit un plateau au centre de l'île et le recouvre de pierres. Ce sera le lieu de parole, bien qu'il ne dise à personne ce que ça signifie. Tu te tiens là, le vent dans les oreilles, et tu jurerais entendre des voix dans des langues qui n'existent pas encore. Et puis, le sable, il ne se contente pas de sable blanc ou noir, trop cliché. Il le rend pâle comme du verre, parsemé d'éclats scintillants qui captent la lumière lunaire comme des commérages. Quand tu marches dessus, ça ne crispe pas, ça soupire, comme si l'île elle-même essayait de faire la sieste. Voici un fait historique courant. L'idée que les dieux façonnent des îles n'était pas juste une fantaisie poétique. Les Grecs anciens croyaient réellement que certaines îles comme Délos ou l'Atlantide portaient littéralement l'empreinte des dieux. Ils pensaient que la géographie pouvait être sacrée. Tu le ressens maintenant. Tu es pieds nus
et le sable vibre sous toi comme s'il était vivant. Non loin, un geyser siffle, pas violemment, juste pour tester sa voix. Poséidon continue d'ajouter des touches. Une source d'eau douce creusée dans un crâne de dauphin. Un groupe de grottes en forme de lion endormi. L'une d'elles est recouverte de mousse bioluminescente qui pulse quand tu respires trop fort. Oui, celle-là est une favorite. Mais même les dieux doutent parfois. Poséidon fait les 100 pas. Les falaises sont trop lisses. Il les taille. Maintenant, elles sont trop rugueuses. Il lisse à nouveau. Vers la 5e heure, un petit crabe traverse un rocher. Il le fixe, le crabe se fige. Toi aussi. Et puis parce que pourquoi pas Poséidon nomme le crabe Réginald et en fait le gardien officieux de la côte ouest. Il y a une théorie marginale ne rigole pas selon laquelle les anciens marins rêvaient en fait de ces paysages avant de les voir, que la mer leur chuchotait des choses, comme des palais de corail ou des collines chantantes. Certains archéologues affirment qu'il existe des cartes anciennes, antérieures à la colonisation grecque, représentant des îles jamais retrouvées. Peut être que c'étaient les esquisses d'essais de Poséidon. Et maintenant, tu marches sur l'une d'elles. Une paix étrange s'installe sur l'île. Pas de temple, pas de ville, juste des formes, des sons, des possibilités. Un murmure dans les roseaux, un bourdonnement dans les rochers. Le genre de silence qui semble plein, pas vide. Mais tu remarques quelque chose d'étrange. Le vent change. La mer commence à se retirer légèrement, pas comme pour fuir, pas comme pour attaquer, juste s'ajuster, comme si elle se préparait à quelque chose ou à quelqu'un. Car, attention, spoiler, Poséidon construit peu, être ceci pour lui-même, mais il n'est pas le seul à regarder. Zeus s'agit toujours quand ses frères construisent quelque chose. Héra fait semblant de ne pas voir, mais commente bruyamment sur le terraforming sans autorisation. Et Hadès, bien sûr, envoie probablement des chauves-souris d'ombre pour prendre des notes. Tu trouves une colline qui surplombe la côte. De là, tu vois tout. Les bosquets en spirale, les bassins étincelants, la géométrie tacite qu'un dieu seul pourrait organiser sans règles ni compas. La brise a un goût de sel marin et de quelque chose de plus sucré, peut être du nectar, peut être juste de l'espoir. Poséidon se tient maintenant au centre. Il observe, ni triomphant, ni fier, juste immobile, comme s'il attendait de voir si l'île respire par elle-même. Si la perfection peut exister sans applaudissements, respoiler, non. Mais ça, c'est un souci pour une autre section. Pour l'instant, tu t'allonges sur l'herbe douce. Réginald clique à côté, probablement en train de juger tes sandales. Et les étoiles, eh bien, elles se penchent un peu plus près, curieuses de voir ce que Poséidon fera ensuite. L'île reste silencieuse pendant exactement 3 jours. Pas un silence vide, non plutôt le genre de silence qui suit un tableau terminé ou le moment après qu'une chanson se termine, mais que l'écho reste suspendu dans l'air. Poséidon observe, écoute, attend, et puis il s'ennuie. C'est ça, le problème avec la perfection, il n'y a pas d'intrigue. Alors, Poséidon recommence à bricoler, et cette fois, l'ambiance de l'île change. Les collines deviennent plus abruptes, le vent se fait plus vif. Le littoral, autrefois doucement incurvé, est maintenant bordé de falaises dramatiques plongeant dans une écume déchaînée. Tu regardes d'en haut pendant qu'un volcan perce le centre de l'île avec la violence désinvolte d'une mauvaise idée à 2 heures du matin. Il est endormi pour l'instant, mais la vapeur qui s'échappe de ses flancs fissurés suggère que cela ne durera pas.
Il creuse des tubes de lave qui serpentent sous l'île comme des couloirs secrets. Tu en examines un. Il respire. Vraiment. Des bouffées d'air chaud en sortent de manière rythmique, comme si l'île tout entière exhalait. Poséidon le nomme Mont Hypnos, pour le fun. Tu ne dormiras pas bien à côté. Sur la côte sud, il creuse une baie profonde, froide et bleue comme si quelque chose avait oublié de cligner des yeux. Tout autour, il construit des terrasses taillées dans la roche et y dispose des galets lisses en cercles concentriques, un pour chaque changement d'humeur, peut, être et au centre. Une plateforme en pierre où tu es presque certain que les sacrifices sont fortement recommandés. Juste au large, des flèches rocheuses jaillissent comme des dents de dragon. Des oiseaux tournoient autour, principalement en criant. Tu en comptes 5 espèces différentes, toutes furieuses. Il y a une blague récurrente dans les mythes. Les oiseaux de mer seraient le réseau de ragots de Poséidon. Si tu entends un cri aigu 3 fois, soit une tempête approche, soit quelqu'un vient de se moquer de sa coiffure d'algues. Côté histoire réelle, de nombreuses îles grecques ont en effet des origines volcaniques, notamment des endroits comme Santorin. Sa caldeira, elle a explosé avec une telle violence que les cendres sont tombées sur l'Égypte. Certains historiens pensent que cela pourrait être l'étincelle réelle derrière la légende de l'Atlantide. Donc, oui, Poséidon joue avec le feu. Littéralement, tu marches de nouveau vers l'intérieur, vers les grottes. Tu te souviens de la mousse de tout à l'heure? Elle brille plus fort maintenant. Poséidon l'a enchantée, probablement par ennui. Si tu fredonnes le bon air, ou si tu as juste de la chance, elle pulse au rythme de ton cœur. Très romantique, aussi terrifiant. Et puis viennent les chèvres. Au début, elles sont normales, poilues, méfiantes, bonnes grimpeuses. Mais Poséidon ne fait pas dans le normal bien longtemps. Rapidement, les chèvres ont des cornes dorées, puis des yeux en spirale, puis des sabots qui laissent des traces brûlées. Ils reculent un peu trop dramatique. Ils se contentent finalement d'un pelage gris lisse et d'un étrange sixième sens pour les tremblements de terre. Elles se rassemblent près des falaises quelques minutes avant une secousse, utile si tu es mortel, agaçant si tu es un dieu qui voulait surprendre. Tu te demandes, à voix basse, pourquoi des chèvres? Personne ne sait. Les historiens débattent encore pour savoir si les chèvres étaient sacrées pour Poséidon ou juste particulièrement résistantes. Mais une théorie marginale suggère que Poséidon les utilisait comme capteurs précoces de séismes des baromètres poilus avec du caractère. À mesure que le terrain devient plus instable, tu commences à remarquer des motifs. Un triangle parfait de source, un hexagone de bassin chaud, une géométrie sacrée cachée dans les formes naturelles. C'est subtil, comme si Poséidon ne voulait pas se vanter, mais voulait tout de même qu'on remarque. Tu admires un cercle de colonnes de basalte projetant des ombres comme une horloge. Pas de chiffres, pas de tic-tac, juste l'écoulement lent du temps. La nuit tombe de nouveau. Tu es allongé sur une pente de gravier d'obsidienne, les étoiles froides et proches au-dessus de toi. Le volcan vrombit au loin, et quelque part, beaucoup trop près, une chèvre éternue. Spectaculairement, Poséidon réapparaît. Pas en marchant, il est juste là, vêtu d'une robe faite d'écume et de quelque chose qui ressemble fort à de la soie d'anguille. Il tient un coquillage. Pas pour appeler, juste pour boire un espresso de mer dedans. Il fronce les sourcils. Il manque quelque chose, dit-il, surtout pour lui-même. Un temple? Un phare? Non, une histoire. Puis il fait un geste paresseux mais précis. Une brume s'élève du sol et commence à former des formes d'abord vagues, puis nettes.
Tu vois une femme, longs cheveux, longue robe, longue patience. Elle marche pieds nus sur l'île, parlant aux oiseaux et aux pierres. Son nom, murmure Poséidon, est Erénaïos. Tu demandes silencieusement si elle est réelle. Pas encore, répond-il. Et c'est là que tu comprends. Poséidon ne construit pas seulement un lieu, il compose un mythe. Chaque crête, chaque grotte, chaque chèvre trop curieuse fait partie d'un récit non écrit. Tu es debout dans le prologue. Le lendemain matin, l'île a encore changé. Plus d'arbres, des herbes plus hautes. Une chute d'eau surgit soudain d'une falaise qui, auparavant, était nue. L'eau tombe dans un bassin si clair qu'il reflète la lune même en plein jour. Visiblement, Poséidon a abandonné les lois de la physique. Tu explores une nouvelle vallée remplie de fougères géantes et de fleurs qui sentent la brioche à la cannelle. Ne demande pas comment, ne les mange pas. Près de la côte est. Tu découvres un étrange siège en pierre, juste là, qui attend. Il est tiède au toucher, comme si quelqu'un venait de s'y asseoir. Aucune inscription, aucune offrande, juste cette sensation étrange que quelqu'un ou quelque chose va bientôt s'y poser. Et quand ce sera le cas, tout changera. De retour aux falaises, la mer frappe plus fort. Les rochers en contrebas sont plus lisses maintenant, façonnés par les vagues et le temps. Poséidon se tient à nouveau au centre de l'île. Il observe, juge, se demande s'il est temps d'inviter du monde. Et c'est là, n'est-ce pas, le cœur du problème. La perfection sans personne est stérile. Mais la perfection avec des gens, c'est là que les choses deviennent chaotiques. Et Poséidon, malgré ses bouderies et ses tempêtes, vit pour le chaos. Alors ce soir, il décide d'ouvrir les portes. Pas littéralement, il n'y a pas de porte. Mais le vent tourne, les courants changent. Quelque part en Méditerranée, un marin modifie sa route sans savoir pourquoi. Il se dirige à Parigi. À ce stade, tu as perdu le compte des jours, pendant lesquels l'île dérive dans son état calme et rêveur, mais pas Poséidon. Lui, il compte. Et ce soir, il est prêt. Le premier bateau arrive juste avant l'aube. Tu observes depuis une crête, tandis que sa voile claque comme un battement de cœur nerveux. Les rames tranchent la mer, prudentes mais régulières. L'équipage n'a rien d'héroïque. En fait, ils ont l'air un peu paumés. Un type porte clairement deux sandales qui ne vont pas ensemble. Un autre dort avec une carotte dans la bouche, comme un cigare. Mais Poséidon observe avec intérêt. Tous les mythes ne commencent pas avec un héros. Parfois, ils commencent avec quelqu'un de moyen, ou de maladroit, ou juste disponible. Ils se présentent comme des colons, mais soyons honnêtes, ce sont plutôt des cobayes. Leur chef, un homme nommé Dorian, déclare aussitôt que l'île est un paradis. Il construit un abri de fortune, fait griller du poisson et en moins d'une semaine attribue un rôle à chacun. La moitié l'ignore. L'autre moitié devient bronzée à temps plein. Poséidon n'intervient pas. Il observe, attend, sourit en coin. Dorian commence à tracer des limites. Qui obtient les terres plates? Qui garde la source? Qui contrôle l'accès aux arbres à Mangoursin? Tu l'as deviné, Dorian se les attribue. Classique erreur. À la deuxième semaine, quelqu'un construit un abri rival à 1 mètre de là. Ils commencent à faire payer pour un peu d'ombre. Et juste comme ça, l'utopie devient compliquée. Mais le fait est que les véritables colonies antiques ont évolué exactement de cette façon. Les fouilles archéologiques montrent que les premières colonies insulaires tombaient souvent dans le factionnalisme en quelques mois, pas en années. Surtout quand les ressources étaient étranges. Un groupe thésaurisait les olives.
Un autre tentait de monopoliser le marché des chèvres. Tu te souviens des chèvres, n'est-ce pas? Toujours en train de juger.